Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Arsenal, le podcast. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Alex, bonjour. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ouais, je vais bien et toi? Ça va, tu fais tout tomber. Alors attends, je voulais commencer par faire un truc parce que je voulais vérifier le classement de la Première Ligue parce que je me souviens plus qui est premier. Alors, Premier League table. Oh, Arsenal! Ah bah dis donc. Deuxième Liverpool, troisième Tottenham, quatrième AFC Bournemouth, cinquième Manchester City, sixième Crystal Palace, septième Chelsea, dixième Manchester United. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est mieux que le 15e. Hein. Bah c'est mieux, en effet, c'est mieux que l'année dernière. Tottenham, troisième, attention. Bref, tout ça pour dire qu'on fait un petit épisode sur le reste de la Première Ligue. Je pense qu'on va se focaliser sur le reste du Big Six, qui sont les clubs du Big Six, qui sont pas forcément... On a arrêté de dire le top 6 parce qu'apparemment, ils ne finissent plus vraiment tous dans le top 6, notamment Manchester United et Tottenham qui ont fini l'année dernière 15e et 17e respectivement. Et ça inclut donc aussi Liverpool et Manchester City, Chelsea et Arsenal. Donc voilà, un petit épisode, on profite de la pause internationale pour faire le reste de la Première Ligue, le reste de nos rivaux, le reste du Big Six. Mais on peut aussi s'étendre en passant sur le top 6 actuel. Donc évoquer quand même Bournemouth et Crystal Palace parce qu'il faut reconnaître la performance qu'ils nous ont donné dans ces 7 matchs de Première Ligue. Voilà, profite de la pause internationale pour un petit état des lieux, mais un petit débrief, comme on ne sait pas parler quand même, un petit redébrief par rapport à Arsenal. T'es toujours content, satisfait de cette position dans le classement? Ouais, faut profiter de l'instant présent. On est premier. on peut pas être détrôné là on pouvait pas être détrôné pendant ces 2 semaines de break international, donc c'est cool. On peut juste profiter. Et là, on joue contre, je sais pas contre qui on joue à la rentrée là. C'est facile, non? Enfin, Fulham. Voilà, on a un bloc de 4 matchs normalement gagnables, mais les petites pots de banane. Les petites pots de banane. On a perdu au match nul l'année dernière, je sais plus. On a Crystal Palace. Alors, je viens de dire quand même qu'ils sont. Non, mais c'est les matchs, c'est les petites pots de banane. Faut pas glisser dessus parce que sinon, on croit que c'est facile et en fait, voilà. Et après, on a Brighton et ensuite on a Burnley à l'extérieur. Alors Burnley, certes, ils sont un peu chaud-froid, mais ils défendent quand même bien. Ils ont une philosophie très solide avec Scott Parker. Donc je pense que ces 4 matchs, en effet, sont plus simples en effet que le début de saison qu'on a fait avec Manchester United, Liverpool, les deux à l'extérieur, et puis Manchester City à la maison. Donc en effet, c'est pas ce genre d'affiche-là. Mais quand même, on sait que quand on n'a pas gagné, le titre nous a échappé les années précédentes, plutôt à cause de notre incapacité à écraser ces petites équipes. Ouais. Voilà, alors que les grosses équipes, on était plutôt au rendez-vous à chaque fois. Surtout que Scott Parker, l'entraîneur de Burnley, c'est ça? Ouais. Il est quand même sur une bonne lancée parce que bon, ils ont perdu un peu, mais il vient de sortir son album avec The Streets et donc voilà, donc il est sur une bonne lancée aussi. Non, mais faut pas prendre ces matchs, faut les prendre au sérieux parce que si on veut être champion, faut tout gagner. En fait, si tu m'as dit c'est quoi les 4 matchs? Fulham, Burnley. Alors c'est Fulham, Crystal Palace, Brighton, Burnley. Bon, Brighton, c'est un peu chaud, mais ils sont pas terribles cette année, j'ai l'impression. Moi, je pense que Fulham... Crystal Palace, c'est dur. Pas... Crystal Palace, c'est un match difficile. Crystal Palace, c'est dur. En fait, mais Palace normalement, et Brighton, c'est chez nous. Ouais, mais bon, c'est quand même des matchs un peu difficiles. Burnley, Fulham, ils sont pas terribles. Ils ont pas fait un super début. Enfin, Fulham, c'est un peu... Ils peuvent être très bons, ils peuvent être moyens. Donc, c'est pas trop ce que tu vas avoir. J'ai du mal à savoir à l'avance ce qui va ça fait 2-3 ans qu'ils font comme ça où ils arrivent pas trop à challenger pour les places européennes, mais ils peuvent vraiment sortir des bons matchs. Donc c'est quand même difficile. Mais même Burnley en fait. Burnley, comme j'ai dit, Scott Parker, sans blague, blague à part, je veux dire, c'est pas un mauvais entraîneur. Je crois qu'il les avait entraînés. C'est lui qui les avait fait monter en Première Ligue en 2020, pardon. Franchement, c'est un bon entraîneur. Faut pas le sous-estimer. Faut pas sous-estimer ces équipes qui sont potentiellement dans la bataille pour la relégation. Là, c'est pas encore le moment où elles sont à fond parce qu'elles doivent absolument jouer la survie, mais c'est quand même
c'est quand même des matchs. C'est les équipes, ils doivent absolument gagner. C'est pas genre, ah bah tranquille, on est milieu de tableau. Donc, va falloir faire attention. Mais voilà, si on veut être champion, il faut gagner tous ces matchs. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a rien. Là. On peut pas dire, ah bah oui, mais c'était un match difficile, c'est une équipe difficile. Surtout les matchs à la maison, Brighton et Bournemouth. Non, pas Bournemouth, pardon, Palace. C'est des très bonnes équipes, ça va être très difficile, mais on est chez nous. Tu vois, même si on joue Liverpool chez nous, j'ai envie de dire, bah, si on vraiment on dit qu'on doit être champion, bah, là, c'est les matchs, il faut gagner, hein, c'est comme ça. Il n'y a pas d'excuses. Donc voilà. Et les autres, Burnley, Fulham, pareil. Hein. On peut pas être là, ah oui, mais c'était chez eux, un point à l'extérieur, c'est pas mal. Non, il faut gagner, c'est tout. Sinon, sinon, on est content avec le top 4. C'est tout. Non, mais en fait, moi, je pense qu'il faut. Sur les 4 matchs, il faut 3 victoires et un nul, à la limite. Non, franchement, non. Pas sur ces 4 matchs-là. Bah, tu peux avoir un nul à la maison contre Palace, par exemple. Contre Brighton. Si tu as 9 points content. sur les 3 autres, ça va. Hein. Non, moi, je suis pas content. T'es content si un. Enfin, t'es genre. Alors, est-ce que tu peux mettre les choses en perspective? Non, il n'y a pas d'analogie, mais tu peux mettre les choses en perspective si, genre, t'as un point contre Palace chez nous? Ils font match nul chez nous? Non. Si à côté, on était premier et on a eu 9 points sur 3 matchs et 1 sur un autre, oui, mais non. Un quatrième de la série. Enfin, j'essaie d'être réaliste, en fait. Ouais. J'essaie de me dire, non, mais alors, tu vois, faut être réaliste, mais est-ce que c'est quoi être réaliste? Ça veut dire être réaliste d'accepter que peut-être que voilà, ça va être très difficile d'être champion, qu'on ne sera potentiellement pas. Parce que limite, j'ai envie de dire, c'est presque ça d'être réaliste. Ou être réaliste, c'est de dire, bah là, on veut être champion. Là, on n'a que des victoires. On attend que des victoires parce qu'on attend d'être champion. C'est l'attente qu'on a cette année, c'est d'être champion. D'accord. Bah du coup, l'attente, c'est d'avoir que des victoires et de pas avoir moins que ça. Ouais, le penchant de mon réalisme, c'est surtout le fait de ne pas être dans un méga stress et de surréagir à un setback ou un moment où non, bien peut-être sûr, que Arsenal n'a pas franchi la ligne et que ça devient trop stressant que du coup les joueurs commencent à trembler et qu'on est comme l'année dernière dans un chaos de panique trop tôt, quoi. Bah en fait, je comprends le truc de ce truc qu'on a depuis 2 ans à peu près où les standards de Manchester City et Liverpool, que les standards qu'ont établi Manchester City et Liverpool pendant la fin des années 2010 et fin des années 2020, début des années 2020 était telle qu'en fait tu te retrouvais si tu voulais être champion, il fallait plus que 90 points et en gros ça voulait dire que tu pouvais même plus faire de match nul. Tu devais enchaîner les victoires. Un match nul, c'était comme une défaite à un moment. C'était comme nous à la saison 23-24, les 19 derniers matchs, on a fait un match nul, une défaite sur les 19 derniers matchs. Et le reste, c'était quoi? Et le reste, c'était que des victoires. Je sais. Et on a perçu cette défaite contre Aston Villa à l'époque et ce match nul contre City, peut-être plus la défaite, comme des échecs. Ah mince, on a vraiment foiré la fin. Enfin, pour moi, on n'avait pas foiré, mais c'est ça les standards qui étaient établis où on était obligé on n'avait pas le droit à l'erreur. Et là, je pense que c'est un peu moins le cas. Ouais, il y a des standards différents cette année. C'est un peu différent. Les autres équipes ont un peu des défauts. Ouais, mais voilà. Ça veut pas forcément dire qu'il faut se relâcher. Justement, au pire, j'ai envie de dire, bah justement, on enchaîne les victoires et on peut s'échapper comme l'a fait Liverpool l'année dernière. Et c'était encore plus facile pour Liverpool l'année dernière parce que avec nos blessures, avec City qui était nul, je te parle même pas de Manchester et de Tottenham. Ils ont eu là, c'était tout était dégagé. Il y a le chasse-neige qui est passé et ils avaient plus qu'à rouler après. C'était une analogie pourrie. Enfin, c'est pas pourri, mais c'était pas drôle, quoi. Parce que c'est censé être drôle. Bah, j'essaye. Après ces 4 matchs, on a Sunderland et ensuite c'est la prochaine pause internationale. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai même pas inclus Sunderland non, mais dans attends, de 5 matchs. On va pas reparler de pause internationale là, on en sort à peine. Moi je trouve que là la pause non mais c'est parce que moi j'aime bien considérer la ligue par bloc. Tu vois, considérer un peu le programme et le programme et les matchs à jouer d'Arsenal par bloc. Donc il y avait les 3 premiers matchs de la saison avec Liverpool comme 3e, ensuite une pause internationale, ensuite il y a eu 4 matchs, puis pause internationale dans laquelle on est maintenant. Et je trouve d'ailleurs la pause internationale quand tu es premier, elle est beaucoup moins
elle est beaucoup. Enfin, je la préfère, tu vois. J'aime bien, moi. J'aime Ouais. bien se prendre. Ok, on est premier maintenant, on respire un peu. Et ensuite, on peut repartir. Parce que le foot est tellement intense avec maintenant le nouveau format de la Champions League. Il y en a tellement tout le temps que si je peux un peu respirer. Et, tu vois, et j'ai tellement respiré que l'autre jour, vendredi soir, j'ai passé la soirée chez moi à attendre la venue d'une personne qui est arrivée très tard. Et en attendant, enfin, la personne était censée arriver à 20h30. Puis après, elle m'a dit 21h30. Et ensuite, etc. Et la personne est arrivée ivre à 23h30, tu vois. Et moi, en attendant, je sais pas pourquoi, j'ai complètement cédé à mon addiction, ma nouvelle récente addiction au backgammon en ligne, tu vois. Donc, j'ai passé ma soirée à jouer au backgammon en ligne. Et le lendemain, je me suis dit, mais attends, mais il y avait la France qui jouait. France-Azerbaïdjan, pendant tout ce temps où j'ai attendu comme un con sur mon fauteuil à jouer au backgammon, j'ai même pas pensé, enfin je pense que c'est un acte manqué, hein, je pense que mon corps voulait faire une petite pause des matchs de foot et je n'ai même pas pensé à mettre au moins France-Azerbaïdjan pour passer le temps en attendant la dite personne. C'est vrai que Donc, toi, ouais. t'aimes bien regarder les matchs de la France quand c'est les pauses internationales, les qualifications ou les matchs amicaux là. Moi, je trouve ça. En fait, quand c'est la France, ça va. Nous, on a de la chance, on est français, donc on a l'équipe de France. Et en général, ça fait toujours plaisir l'équipe de France. Même quand c'est des matchs pourris comme là, Mais oui. ça fait toujours plaisir. Mais je me dis, les Anglais, ça doit être terrible. Les Anglais, les pauses internationales, c'est pour ça qu'ils détestent. Enfin, nous qui écoutons des podcasts et des trucs anglais, ils détestent ça souvent. Parce qu'en fait, ils trouvent ça nul. Et l'équipe d'Angleterre, bon, ils ont des bons joueurs, mais ils sont quand même souvent nuls. Enfin, ils ont un jeu moche, on va dire. Je dis ça, ils ont été en finale de l'Euro 2 fois de suite, mais bon, ils l'ont pas gagné. Mais Ouais. du coup, je me dis, pour eux, ça doit être terrible. Et encore, là, ça va. Là, ils ont pas trop une mauvaise équipe parce qu'ils ont beaucoup de joueurs d'Arsenal. Je suis totalement objectif quand je dis ça. Mais imagine à l'époque où ils avaient Rooney, Lampard, Gerrard, tout ça, la Golden Generation, là, où ils étaient vraiment la pire équipe, quoi. Je parle au niveau. Je m'égare encore, hein, mais. C'est plutôt au niveau d'attente et de résultats plutôt. C'est plutôt parce qu'on avait toujours dit ils ont une super équipe sur papier, ils font rien. Ouais, et non, mais surtout, ouais, et puis ils avaient un jeu moche en plus, donc ça aidait pas. Parce que nous, on n'a pas forcément en 2018, c'était pas peut-être pas le plus beau jeu qu'on avait, la France. Non mais voilà, Mais il y avait un faut côté un arrêter. peu, Ça fait 6 ans de Deschamps, on n'a pas non plus le beau jeu. Il y a un côté winner. il y a un côté winner, mais justement, c'est ça qui est bien. On s'en Ah fout, ouais. tu s'en fous du Et beau jeu si on est winner. voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est que si l'Angleterre avait gagné une de ces deux finales, on en parlerait différemment maintenant. Ouais. On dirait ils ont un jeu de merde, mais c'est des winners. Donc voilà, c'est exactement comme on se dit avec Arsenal, qui reçoivent des traitements complètement différents des médias pour les mêmes choses. Et tout ça changera si Arsenal gagne, c'est tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, maintenant, Guardiola qui s'en sort pas très bien avec City, c'est est-ce qu'il y a avec Liverpool là qui galère aussi, est-ce qu'il y a des circonstances extérieures qui font qu'ils n'arrivent pas à jouer leur meilleur football? Alors Arsenal, s'ils font une mauvaise performance, c'est direct. Bah, on le sait, c'est Arsenal, forcément, ils sont pas au niveau. Ils essayent de jouer dans la cour des grands, mais ils sont pas encore là. Oui. Et le prisme de la victoire changera totalement tout. Et je ne Ouais, parle pas au mais conditionnel, je parle au futur parce que je sais que cette saison, Arsenal va gagner la Ligue. j'ai l'impression qu'on a toujours eu un traitement défavorable par rapport à Liverpool. Je parle de quand on se souvient de l'époque de Liverpool où ils étaient nuls, ils étaient pires que nous. Parce que l'époque, je te parle des années 2000, mi-fin années 2000, où on n'avait plus Henry et tout ça, mais on était toujours top 4. Et Liverpool, ils étaient une fois de temps en temps, ils arrivaient à finir dans le top 4. Ils avaient challengé Oui, c'était un vaguement peu une fois pour le Tottenham, titre. quoi. Mm. C'était un peu le totem, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas, ou un truc comme ça, qu'ils n'avaient pas gagné la première ligue ou la ligue même. Ouais, mais quand même. Il y avait un truc de. Il C'était gagne la c'était Champions Liverpool. League en quoi, 2005? Ouais, 2005, je suis désolé, mais cette Champions League, c'est pas un scandale parce Non, qu'il mais peu n'y a importe. pas de C'est-à-dire qu'encore une triche. fois, Mais... c'est ce que je dis là. C'est le fait de gagner quelque chose Ouais, comme mais, ça change le discours. mais nous, on a gagné la FA Cup. On a gagné la FA Cup en. Ouais, je sais que c'est pas terrible, mais là, Crystal Palace, ils gagnent la FA Cup, tout d'un coup, ils Non, ont mais une on avait aussi crédibilité de gagné la dingue. Ligue en 2004. Ouais, mais moi, je me rappelle que quand je regardais Arsenal en 2007-2008, je me Mhm. rappelle que c'était une année où on était hyper fort. Je crois qu'on était premier pendant longtemps. On avait vraiment Nasri. une bonne équipe. Hein? Avec Non, il n'y avait Nasri. pas encore Nasri. C'était Leb. 2007-2008, il y avait déjà Nasri. Hein. Non, c'était Non 2008-2009. Il est arrivé l'été 2008. Ouais. Et en fait, je me rappelle cette année-là, c'est l'époque où on avait Adebayor, Alexander Leb, Flamini,
Ah, mais est-ce que c'est là où on s'est fait voler avec un péno Ryan Babel en Oui, Champions oui, League, oui. En quart de finale contre Liverpool. ouais, alors que Theo Walcott fait une course Ah, la incroyable course sur l'aile, fameuse la passe à de. Adebayor. Ouais. Et ensuite, il y a péno pour Ryan Babel, mec. Je suis désolé, s'il y Et avait eu la d'ailleurs, à la VAR, ils fin, auraient annulé ce péno. Hein. Wenger, il avait dit c'est un beau cadeau. Enfin, en anglais, it's a nice gift. It's a nice gift, you know. Et je me rappelle, et en fait, je me rappelle que cette saison, ça faisait, au début de la saison, ça faisait que 3 ans qu'on avait gagné le titre. C'était 2004, quoi. Et en fait, je me rappelle que déjà, il y avait ce discours de Arsenal, ils n'ont pas gagné de titre depuis. À la fin 2008, comme on n'avait pas gagné, c'était genre ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas gagné, nanana. Là, Liverpool, ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas gagné la première ligue? 20 ans. La première ligue? Non, là, quand ils ont gagné là. Ça faisait depuis 2020, donc ça faisait 5 ans. Et il n'y avait pas le discours de Liverpool, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné, nanana. Bon, là, pour moi, tu vas chercher quand même loin, quoi. Ouais, tu vas parce chercher que 2007-2008, un mec a dû dire à ce moment-là. Non, mais bien sûr, mais parce que je suis pas objectif. Mais je le suis quand même un peu. Parce qu'on est fan d'Arsenal, voilà. C'est 70% objectif. Et 30% non, je suis de quand même mauvaise foi, plus. c'est ça, Non, c'est pas ça. Ouais, il y a bon, une bref, part de tout ça- vérité. De toute façon, je suis pas objectif. On n'est pas objectif. On est fan d'Arsenal. Mais c'est pas pour ça que ce qu'on dit, il y a pas une part de vérité dans ce qu'on dit. C'est l'ère de la post-vérité, vraiment. Bref, tout ça pour dire, c'est un bloc où il y avait 5 matchs. Donc 5 matchs entre maintenant et la prochaine pause internationale qui me sert de repère. Fulham, Palace, Brighton, Burnley et Sunderland, qui sont 5 matchs hautement gagnables et qu'il faut gagner. Comme si on... Évidemment, il faut être réaliste, mais il faut quand même les gagner. Surtout qu'après la prochaine pause internationale, on a une semaine sympa où on fait Tottenham, Bayern Munich, Chelsea et ensuite Brentford et Villa. Donc, vaut mieux engranger le maximum de points, je pense, pendant ce premier bloc-là, ce bloc qui vient. Parce qu'après, quand on va devoir faire Tottenham et ensuite Bayern et ensuite aller à Chelsea, à Stamford Bridge, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc, c'est là où peut-être à un moment Liverpool pourrait nous rattraper si on lâche quelques points, etc. Bref, déjà, faisons match par match. Donc là, bon, je pense que Fulham, comme tu dis, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais on peut se faire une petite preview dans la semaine, un petit pré-match dans la semaine. Là, faisons ce qu'on s'est dit, on aborde un peu le reste de la Première Ligue. Donc commençons, si tu veux, dans l'ordre du classement qui est devant moi, avec Liverpool. Est-ce que tu penses encore, comme ta prédiction de début d'année, que Liverpool va gagner la Ligue? C'était ma prédiction. Tu te souviens qu'on avait fait la prédiction du top 5 final? J'avais dit Liverpool en premier. Bah oui, t'avais dit Liverpool parce que tu dis avec Isaac c'est trop, etc. Ah, c'est un scandale de dire ça. Mais non, mais c'est tout à fait possible encore. Non, mais c'est parce que j'étais pessimiste. Moi, j'avais plus parlé avec le cœur, mais j'ai évidemment très peur de Liverpool. Ouais, en vrai, je sais pas. Est-ce que non, franchement, pour moi, ils ont Isaac, ils ont Wirtz, tout ça, mais je pense que en fait, ça va payer pour eux ces transferts, mais peut-être au long terme. Parce qu'à mon avis, même Wirtz, tu vois, à mon avis, Isaac, Wirtz, tous ces joueurs, ça va, à un moment, ça va payer. Genre, c'est obligé qu'ils gagnent. Ils peuvent pas ne pas gagner la première ligue avec une équipe comme ça. Mais est-ce que ce sera cette année? Peut-être pas, parce qu'il y a un temps d'adaptation. Voilà, il faut qu'ils s'habituent tous à jouer ensemble. On voit que l'équipe a certains soucis. Salah, là, il est un peu en baisse et puis il a quand même 33 ans, donc c'est pas comme s'il allait. Enfin, il arrive vers la fin de sa carrière aussi, donc ouais, je pense que c'est un peu une mini période de transition un peu pour Liverpool. Donc c'est peut-être justement l'opportunité pour nous de gagner. Donc je dirais que je suis moins sûr que ils me font un petit peu moins peur, mais ça reste quand même. Pour moi, ils sont quand même favoris. Ils sont favoris plus que nous, forcément, parce ils ont gagné la dernière fois, ils ont acheté des joueurs dingues. Mais c'est pas gagné encore. Il manque quand même d'une vraie plateforme défensive là, parce que Konaté arrête pas de se blesser, Van Dijk il baisse un peu de régime, Salah je sais pas s'il baisse un peu Van Dijk. aussi. Quand même, hein, là ça fait quelques matchs depuis même en incluant la pré-saison où il fait vraiment des performances assez bof, alors que d'habitude il est vraiment vraiment régulier.
Et, Salah, clairement, il est en baisse aussi. Je pense que Salah, il souffre un peu à la fois du départ de Trent Alexander-Arnold, parce que Trent Alexander-Arnold occupait énormément de joueurs de ce côté-là, je pense. Et là, voilà, ça fait un joueur créatif en moins, qui est parti au Real Madrid. Ensuite, Isaac, c'est bien, mais jusqu'à maintenant, Salah, il a vraiment fonctionné grâce à des avant-centres qui étaient plutôt prêts à se sacrifier pour le bien de l'équipe. Ouais, Et c'est vrai. des Firmino ou Darwin Nunez. Et là, tout d'un coup, on a la nouvelle superstar. Moi, je pense que Liverpool, ils auraient vraiment bénéficié. Et je pense secrètement, ils auraient vraiment aimé que Salah décide de partir cet été pour l'Arabie Saoudite, par exemple. Et donc là, ils lui ont donné un nouveau contrat hyper lucratif. Et est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? Il a eu son nouveau contrat. Bon, ça, c'est plutôt de la médisance, je ne peux pas savoir. Mais souvent, on a vu des joueurs qui, dans la trentaine, obtiennent un très gros contrat et ensuite, comme Aubameyang, voilà, ou d'autres, et ensuite lâchent. Il suffit, de toute façon, dans ces matchs, il suffit de lever le pied de la pédale une fraction de seconde et tu te fais dépasser de partout, quoi. Et Wirtz, il est bon, mais en effet, il a besoin d'un peu de temps. En fait, Wirtz, c'est pas aussi catastrophique que ce qu'on pense parce que il est quand même dans le jeu, il est quand même bon. Il taffe bien, il a failli avoir une assist incroyable pour Salah quand il fait une sorte de roulette passe. Mais c'était moitié fait exprès. Si moi je suis de mauvaise foi à 70% du temps, non, lui c'était fait exprès. C'était fait exprès à 70% alors. Oui, mais c'est toujours ça le foot. C'est tu joues tellement dans la fraction de seconde que tu fais ce qui te passe sur le moment et ensuite toi-même t'es étonné de ce que t'as fait. Je crois que Zidane il était étonné de ce qu'il faisait, je crois pas. Au moment où il a mis le coup de boule, il a dû se dire mais qu'est-ce que j'ai fait. Ouais, si je peux rebondir sur ce que tu as dit, ou sauf si tu n'avais pas fini, je sais pas. Oh, mais tu sais, encore une fois, c'est la pause internationale, il n'y a pas de règle. Ouais, il n'y a pas de Rebondis, bounce. Je vais bounce. Donc, si je peux rebondir, moi, en fait, je pense que Salah, je sais pas si c'est vrai ce truc que il arrive plus à jouer parce qu'il y a plus, enfin, que ça lui manque le départ. Non, je dis n'importe quoi. Que Trent Alexander, Trent lui manque, voilà, c'est ça. Moi, je pense que oui, ça l'aidait forcément. Parce qu'il occupait des joueurs et parce que aussi créativement, c'est lui qui il donnait beaucoup de ballons. Il était très créatif, Trent Alexander-Arnold. Mais je crois que si je me souviens bien, la saison dernière, il y avait une grosse période où il n'était pas là. Trent, il était blessé souvent, il était en dehors de l'équipe souvent. Ça changeait pas mal. Il y avait pas mal Connor Bradley. Et Salah, il performait quand même. C'est juste, moi, je pense que c'est juste. En fait, la saison dernière, il a eu. Parce que si tu te rappelles, la saison d'avant, 23-24, il a fait un bon début. Il a été à la Coupe d'Afrique des Nations. Et après, il est revenu de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il était beaucoup moins en forme. Et c'est pour ça que Liverpool ont baissé de régime en deuxième moitié de saison. Et la saison dernière, en fait, il a fait la saison de sa vie. Parce que je pense qu'il y a les étoiles qui se sont alignées. Où il a eu une bonne pré-saison. Et il a eu une bonne forme toute la saison. Et c'est Mohamed Salah, donc c'est un grand joueur de Première Ligue, bien sûr. Mais quand il était plus jeune, il était tout le temps performant. Je pense que là, maintenant, à l'âge qu'il a, il est toujours performant, mais en fait, pour qu'il puisse être performant toute une saison, faut qu'il ait pas de blessure, faut qu'il soit en forme, faut qu'il y ait plusieurs choses qui marchent dans son sens. Et je pense que cette saison, voilà, c'est pas, il a pas atteint, il manque un peu de réalisme. C'est comme ça. Parfois, ça rentre pas. Il manque de quelque chose. Parfois, c'est un peu intangible, mais tu sais pas trop ce que c'est. Je dis pas que c'est de la chance qu'il a eu la saison dernière, mais il a fait une saison exceptionnelle et je pense pas qu'il va nous ressortir une saison comme ça maintenant, à l'âge qu'il a. Après, il va peut-être nous étonner, hein. Mais donc, je pense que c'est plus ça. Et en fait, je pense que Liverpool, ils dépendent énormément de Salah, en fait. C'est un peu comme nous en 2003-2004, quand on avait Thierry Henry, où on avait une très très bonne équipe, mais il y avait des matchs où on était moyen, et c'est Thierry Henry qui nous sortait de mauvaises passes, quoi. Mais donc, c'est possible. Encore, Liverpool, ils ont essayé de remplacer. Là, leur mercato, il en envoie plein les yeux. Parce qu'ils ont essayé de remplacer. Ils se sont dit, bon, les buts de Salah, à un moment, ils vont peut-être se tarir. Et on va le remplacer en mettant Wirtz et Isaac et Kitike et mettre plein d'autres gros buteurs un peu game changers. Mais il n'y a pas eu de réflexion exacte, une vraie pensée sur
la stratégie et comment on allait faire jouer ensemble ces différentes pièces d'un puzzle. Et Wirtz, c'est une équipe Liverpool qui a fonctionné depuis des années avec des milieux hyper énergiques qui sont à 3 au milieu. Et là, tout d'un coup, on a un numéro 10 qui est plus un joueur de flair. Isak qui est plus un joueur de flair. Bon, Ekitike, il est quand même vraiment bon. Mais voilà, comment tu t'achètes Ekitike et Isak? Comment tu justifies que tu as commencé avec Ekitike, qui a été clairement leur meilleur joueur, il me semble, jusqu'à maintenant, et que tu vas aller dire va t'asseoir sur le banc parce que je mets Isak. Et tu n'achètes pas de milieu défensif, tu n'achètes pas de défenseur, il me semble. Alors qu'il y avait quand même. C'est-à-dire que la reconstruction, elle passe aussi par ça. Elle passe pas que par remplacer Salah avec 3 joueurs offensifs. Donc il y a plein de choses qui n'ont pas été pensées, mais c'est déjà quelque chose que je voyais au début et que je disais, là, ici, ils sont à une blessure là, leur arrière. Là, ils ont une blessure. Konaté s'est blessé, ils ont mis Ryan Gravenberch en défense centrale. En plus, comme Frimpong fait pas vraiment le taf à droite, ils ont mis Szoboszlai à droite en arrière droit, alors que le mec était le meilleur numéro 8 dans la ligue l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous n'avez pas réfléchi à créer, je sais pas, à combler vos lacunes. C'est ça une reconstruction, c'est voir où est-ce qu'il y a un manque et essayer de combler le truc. Mais ils n'ont pas vraiment fait ça. Donc moi, je les sens fragiles sur ça. Après, en effet, ils ont les joueurs. Si ça clique, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on aura construit pièce par pièce toute une petite montagne, pour l'instant assez solide. Et eux, ils iront en tout cramer avec une allumette, en fait. Donc j'ai du mal à savoir, mais ça fait que 7 matchs. Mais pour moi, j'ai vu beaucoup de failles chez Liverpool et qui étaient présentes même dans les matchs qui gagnaient à la dernière minute et qui maintenant ressurgissent d'autant plus qu'ils perdent à la dernière minute. Ouais. Et aussi, en fait, je trouve que Arne Slot, il a eu beaucoup trop de lauriers. On lui a acheté beaucoup trop de fleurs. Parce qu'en fait, pour moi, oui, bien sûr, c'est lui qui était le coach quand ils ont gagné, mais en fait, c'est plus le travail du club, du recrutement, de Klopp, qui a abouti. En fait, l'année dernière, ils avaient une équipe qui était très aboutie, qui avait des automatismes. Et Slot, il est arrivé là et il a fait 2-3 petites modifications, mais il a vu que ça marchait bien. Je pense qu'il n'a pas fait trop de modifications. Il a quand même mis et ça a marché. Gravenberch en 6. Hein. Ça, c'était... Ouais, bon, ça c'est pas. Oui, mais bien sûr, il a fait quelques petits trucs. Mais en fait, ça a marché, voilà. D'accord, mais. Et puis Salah a sorti, comme tu as dit, la saison de. Oui, voilà, il avait Salah aussi. C'est ça. Et là, en fait, on va vraiment voir le talent de Slot parce que c'est la reconstruction. Et là, il va devoir refaire une équipe, reconstruire une équipe qui va gagner des titres. Et c'est pas gagné, hein, parce qu'en fait, Isaac, il est très fort, Wirtz, il est très fort potentiellement et tout ça. Mais je sais pas s'ils vont réussir à retrouver. Parce que si tu regardes la génération qu'ils avaient, je sais pas s'ils vont retomber sur un Salah. Hein. Même Isaac, pour l'instant, il n'a pas encore prouvé qu'il était du niveau d'un Salah. C'est pas le même poste. À ce prix-là. À ce prix-là. Parce que, en fait, malheureusement, quand tu achètes un joueur à ce prix-là, et ça n'a rien à voir avec le joueur, il n'est pas responsable de ça, mais il y a une pression qui vient avec, il y a des attentes. Et si ça marche pas tout de suite, si tu entre guillemets, montres pas que tu vaux ce prix, même si ça veut rien dire, mais pour les médias et tout ça, il y a une pression supplémentaire. C'est pour ça que, à mon avis, Wirtz, c'est difficile pour lui au début. C'est la première fois qu'une équipe dépense plus de 100 millions sur 2 joueurs dans le même mercato et t'ajoutes Ekitike à 90 millions. Donc. À mon avis, Wirtz, il va être bon un moment. Peut-être pas tout de suite. Bon, on se moque tous de lui, mais je pense que c'est parce tous ceux qui se moquent de lui, comme moi inclus, c'est parce qu'on a peur justement que ça devienne le nouveau, je sais pas, Kevin De Bruyne. Mais à mon avis, je le connais pas trop ce joueur, mais à mon avis, je pense pas que ce sera le nouveau De Bruyne. Je pense qu'il sera bon, mais je pense pas que ce sera genre je pense pas qu'il va gagner le meilleur joueur de Premier League. Tu vois. Ce sera pas du niveau d'un Hazard à la Belge ou un De Bruyne. Et en vrai, moi, pour comparer un joueur similaire de la même nationalité qui s'appelle Musiala, moi, si tu me dis de choisir entre Musiala et Wirtz, genre si Liverpool avait acheté Musiala, bon là il est blessé, mais j'aurais dit là vraiment, là j'ai peur. Mais Wirtz en vrai, ok, on va voir. Mais si je dois choisir entre les deux, je dirais, moi je préfère 1000 fois un Musiala. C'est vraiment dommage qu'il soit blessé d'ailleurs.
Voilà, je sais pas si Ouais, non, on mais a j'allais fini sur enchaîner en me Liverpool. disant. Oui, voilà, j'allais enchaîner en disant qu'il y a une équipe qui est seulement à 3 points derrière nous. Ah non. Manchester City. Non, Qui. Et pas Tottenham à 3 points de nous? En fait, j'ai skippé Tottenham pour parler de City parce que je vois plus City. Tottenham, ils sont que 2 points derrière nous. Mais Ouais, j'aborde City parce que pour moi, c'est un peu la ouais. deuxième équipe qui peut challenger dans la course au titre. Ils sont très dépendants de Haaland cette saison. Qui joue. Alors, lui, pour le coup, il est en train d'avoir la meilleure saison de sa vie. Je crois il y a quoi, 18 buts en 12 matchs pour enfin, club et pays, avec la Norvège et avec Manchester City. Mais tout dépend de lui. Et c'est-à-dire que ils sont même pas en grosse domination pendant les matchs. Très souvent, ils se retrouvent acculés à défendre, comme ils ont fait contre nous, comme ils ont fait contre Brentford, là, à l'extérieur, où ils ont gagné 1-0 grâce à un but de Haaland encore. Haaland, je crois il a combien de buts? 7 buts, 6 buts en première ligue. Et le deuxième meilleur buteur de Manchester City derrière lui, c'est le joueur de Burnley, Esteve, qui a mis 2 buts contre son camp, contre eux. Donc ils ont vraiment pas du tout une répartition des buts vraiment dans l'équipe, alors qu'il y a Savigno, Foden, Doku, qui pourraient quand même un peu prendre la relève et soutenir un peu Haaland. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que Haaland peut avoir une saison tellement dingue qui fait un peu comme Salah l'année dernière et qui fait qu'il les sauve à chaque fois. Là, on a le soulagement de voir, c'est horrible à dire, hein, mais que Rodri s'est blessé à l'ischio. Ce sera pas très grave, pas forcément très long, mais le maximum de matchs sans Rodri pour Manchester City, pour moi, ça fait toute la différence parce que c'est lui qui lie tout ensemble. J'ai du mal à savoir, voilà. En tout cas, Donnarumma est peut-être moins bon balle au pied, mais qu'est-ce qu'il est bon pour. Enfin, il est énorme, il est immense, c'est décourageant pour l'adversaire. Il n'arrête pas d'arrêter des trucs. C'est très dur de leur mettre des buts, donc j'ai l'impression qu'on voit un nouveau Manchester City où il y a le béton défensif et les contre-attaques et surtout juste un mec qui est tellement un surhomme qui peut faire la différence. Mais est-ce qu'il peut faire la différence pour gagner la Ligue? On verra. Faut toujours se méfier de Manchester City et de Guardiola. Parce que c'est pas la première fois qu'ils ont un début un peu tiède, on va dire, moyen, et que en fait tu te rends compte que c'est souvent la deuxième moitié de saison où ils se réveillent. Et si tu te rappelles, en 22-23, ils avaient un début, c'était pas moyen parce qu'ils étaient quand même bons, c'est juste que nous on avait fait un début excellent donc on était premiers. Mais ils n'avaient pas fait un début, hein, ils avaient eu une ou deux défaites, un ou deux nuls comme ça. Tu parles Là, de 23-24, hein, pardon, excuse-moi. 22-23 aussi. 22-23, ok. Parce que 22 et 23-24 23-24 aussi, ouais. particulièrement. Ils ont aucune défaite du 6 décembre jusqu'à la fin. Non, mais à un moment, compte pas en Ouais. challenge. Non, mais Tu même vois, si tu regardes 20-21, je me rappelle qu'ils avaient un début de saison compliqué. Ils avaient perdu 5 ou 7-2 contre 5-2 contre Villa, là. contre Leicester aussi chez Contre eux. Leicester, oui, non, ouais. Et je me rappelle qu'ils avaient Villa, un début c'était contre difficile. Liverpool, je crois. Ah oui, c'est ça. Et en fait, je me rappelle qu'au début, c'était genre. Je crois qu'il y avait même Tottenham, le Tottenham de Mourinho qui était premier à un moment. Il y avait Liverpool et tout le monde était là. Waouh, cette ligue, elle est trop bien. Ça change tout le temps. C'est très serré. Et en fait, deuxième moitié de saison, bah, ils sont juste arrivés et voilà quoi. Et ouais, en fait, il faut toujours se méfier parce que là, à la limite, je dirais même que ils sont même peut-être plus dangereux que Liverpool. Parce que Liverpool, ils ont des faiblesses claires et tout. Il y a ce truc de, ils ont été champions, donc quelque part, et tu sens presque genre, et ils ont vu ces transferts, donc c'est presque genre, ah ouais, c'est bon, on va regagner. Alors que City, en fait, j'ai l'impression que Guardiola, là, il est en train de nous préparer un truc. C'est bizarre. Cette histoire Oui, c'est bizarre. de défendre. À mon avis, c'est que ça fonctionne pas encore ce qu'il a implémenté dans l'équipe. Parce qu'il a plein de nouveaux joueurs, il est en transition aussi. Mais Guardiola qui joue du football défensif, c'est juste pas possible. Même si le football évolue et que maintenant ils font tous des touches longues et des longs ballons, Beaucoup plus direct, ouais. ils sont beaucoup plus directs. Et c'est la première ligue. Et d'ailleurs, Guardiola s'est toujours adapté à ça aussi. Mais même en 22-23, quand il a eu Haaland la première saison, il était beaucoup plus direct. Mais ça restait du football Guardiola, quoi. Il contrôlait à fond les matchs. Et franchement, je vois pas Guardiola changer comme ça. Ou alors, c'est sa dernière saison, on sait pas, il en a marre, il va prendre sa retraite et il se dit, allez, YOLO, je fais ma dernière saison, je fais n'importe quoi, je fais des longs ballons, je fais Tony Pulis, quoi. Je fais Stoke City 2008.
Ce serait incroyable qu'ils gagnent. Enfin, Ouais, je ce serait pense drôle. Hein. je pense qu'on pourrait juste enfin se mettre d'accord que c'est le meilleur coach de tous les temps Mais non, mais moi j'ai s'il toujours arrive été à gagner en d'accord. faisant ça. Non, mais Non, mais de je veux toute dire, façon, tout c'est le meilleur coach tout de le tous monde les serait temps. d'accord. Oui. Moi, je l'aime pas, mais c'est le meilleur coach de tous les temps. Voilà. Je l'aime pas parce qu'il est coach de Manchester City, quoi. Mais donc ouais, pour moi, et en plus ils ont quand même des bons joueurs. Reinders, il est excellent. Ils ont encore ils ont des joueurs un peu qui commencent à vieillir un peu, genre Bernardo Silva et tout ça. Mais ça reste quand même une équipe très très solide. Et ouais, en fait, je sais pas ce qu'ils préparent, c'est ça qui m'inquiète. Je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce qu'il va nous sortir une équipe de dingue pareil, à partir de décembre, janvier, ils vont contrôler tous Il les va matchs tout gagner. où ils vont faire que des longs ballons tout le temps et gagner à chaque fois comme ça. Je sais pas et j'ai peur. Faire très attention. En fait, c'est marrant quand tu vois Donnarumma d'un côté et Haaland de l'autre. C'est un peu l'équivalent l'un et l'autre. C'est un peu l'équivalent énorme mec, énorme bourrin qui est trop fort dans un truc principalement. Tu vois. Alors que Haaland, il est pas très présent dans l'entrejeu, Ouais, même Haaland, s'il est évidemment pas nul dans l'entrejeu du tout. non. Mais c'est pas sa spécialité. Par contre, tu vois, s'il est dans une certaine position qui est officiellement dans les stats un expected goals à 0,18, par rien que le fait que ce soit Haaland qui soit aux commandes, en fait, ça devrait être multiplié par 2 les expected goals. Mais enfin, tu vois, parce qu'il est quand même tellement bon, partir de rien, il est bon de la tête. J'ai écouté l'interview de lui sur Sky Sport après leur victoire contre Brentford. Il racontait que il a eu son bébé et que depuis qu'il a eu son bébé, ça lui permet de souvent déconnecter du foot et de pouvoir revenir bien fraîche. Et là, il est en train de tout défoncer. Donc il va falloir qu'il explique quand ils sont en pause internationale avec Odegaard. Malheureusement, Odegaard rate la pause internationale. Il va falloir qu'il explique à Odegaard comment on fait pour avoir un bébé et être en pleine forme sur un terrain parce que c'est un peu ce qui a manqué à notre capitaine l'année dernière quand il a eu le sien. Mais ça, on n'en sait rien. Mais ouais. C'est évidemment, j'en sais rien. Donc voilà, si on Mais fonctionne juste par rapport... pour revenir sur Haaland, c'est vrai qu'on dirait qu'il est un peu genre basique attaquant qui est un peu moyen dans l'entrejeu, mais en fait il est très bon dans l'entrejeu, même techniquement, même pour garder le ballon quand on lui envoie des longs ballons et tout, il est quand même bon. Et en fait je le sais, je le vois plus maintenant, malheureusement, parce que quand je vois Gyökeres, malheureusement parfois c'est toucher de ballon et tout, tu sens que c'est pas pareil. Techniquement c'est quand même, il est quand même très fort Haaland. Mais je pense qu'il y a aussi un lien entre ce qu'on dit du style de Guardiola qui est plus défense contre-attaque et plus direct cette année et les grosses performances de Haaland. C'est-à-dire que c'est un style de jeu qui permet à Haaland de beaucoup plus s'exprimer, d'être beaucoup plus direct dans la lancée, de pouvoir profiter du chaos des défenseurs pour leur mettre des énormes coups d'épaule, d'une certaine déstructuration pour les battre. Et c'est pour ça qu'il galère souvent contre Arsenal ces dernières années. Bon, reste du classement, troisième en effet, juste derrière Liverpool, à 1 point derrière Liverpool, 2 points derrière Arsenal. Tottenham Hotspur. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que, franchement, par rapport à 5 ans de rebuild, process, étape par étape, on a enfin solidifié toutes les parties, on a créé la squad qu'il faut. Si Tottenham gagne la Ligue cette saison, Moi j'arrête. est-ce que le foot est mort? Je sais même pas ce que je ferais s'ils gagnent la Ligue cette saison. Franchement, je crois que je regarde plus. Je serais dégoûté. En fait, je sais pas, c'est bizarre, mais parce qu'il y a vraiment une époque où j'en pouvais plus de regarder le foot en fait. Pas que pour Arsenal, mais en général, j'en avais marre. À un moment, j'avais décroché vers 2000, je crois 2016, quand on n'avait pas eu le titre après, quand Leicester a gagné le titre. C'était pas à cause de Leicester, mais c'était vraiment la saison où on avait vraiment foiré, quoi. Je me rappelle cette saison et j'en avais marre. Et après, c'est à partir de là qu'on a enchaîné les saisons où on n'était même plus en Champions League. En anglais, c'est la banter era. C'était quand on était vraiment. Est-ce que vraiment je dois reparler de cette époque où on avait Mustafi et compagnie? C'était horrible, quoi. Et ça a duré très longtemps et c'est un peu à l'époque où je regardais plus. Mais là, ce qui serait difficile si Tottenham gagne, c'est que genre, là, notre équipe, elle est trop bien. C'est génial de regarder. On se plaint et tout parce qu'on est deuxième à chaque fois et tout ça, mais en vrai, c'est quand même trop bien par rapport à avant. On a des joueurs, on a des excellents joueurs. On est content de regarder Arsenal.
Mais tu vois, si Tottenham il gagne la Ligue, alors que nous, on a mis tout ce temps à construire notre équipe, soigneusement et tout. Bon, je pense pas, hein, mais en fait, et pareil, je me méfierais un peu parce que Thomas Frank, c'est un très bon entraîneur. Et il a pas la naïveté de Ange Postecoglou. Parce que moi, en fait, Ange, je l'aime bien, tu vois. Ange Postecoglou, l'ancien entraîneur de Tottenham, qui est entraîneur de Nottingham Forest maintenant. Moi, je l'ai jamais vraiment détesté, tu vois. Je l'ai toujours trouvé. Enfin, au début, il était plutôt sympa, tu vois. C'était plutôt, il faisait pas trop de vagues. Il était plutôt. Les journalistes l'aimaient bien parce que c'était pour eux, c'était ah ouais, enfin un entraîneur qui est mature et qui dit pas juste tout le temps des conneries et qui est genre un mec un peu sensé, ok. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Il dit aussi des conneries, mais comme il le faisait un peu comme un daron, les gens étaient là, ah ouais, lui au moins il est raisonnable, il est sensé, voilà, c'est un mec qui a les pieds sur terre. Mais moi, en fait, je pense que c'est aussi parce qu'il nous a apporté tellement de joie en tant que supporter d'Arsenal. Bon, il a eu son trophée de la Europa League, d'accord. Ça, c'est vrai Combien que de défaites dans une saison? ça, c'est horrible. 23, 22, 24, 22, je crois. 22 Et défaites. 22 défaites, et même la saison d'avant. 23-24, où il avait fait, je crois que ses 10 premiers matchs, il avait gagné. Non, attends, c'est quoi? Il a gagné 8 matchs sur 10 dans les 10 premiers, ou un truc comme ça. Il avait fait match nul chez nous. Tout le monde était là, waouh, l'équipe de Tottenham de Ange Postecoglou, ils attaquent et tout. Ils ont plus Kane, mais ils sont forts. Et après, ça s'est écroulé. C'était au match contre Chelsea, là, quand ils ont perdu 4-1. Et il était à 9 contre 11 et il mettait une ligne haute. En même temps, c'était pas mal comme tactique parce que Chelsea, ils n'arrivaient pas à les battre quand même. Ils ont fait qu'à la fin. Mais tu vois, il nous a apporté plein de moments comme ça. Et c'est pour ça que je l'aime bien, en fait. Et il disait des trucs trop drôles. Il disait non, mais je sais pas, il essayait de se justifier à chaque fois d'être 17ème et d'avoir 22 défaites. Il trouvait toujours une excuse et tout. C'était assez drôle. Alors que Thomas Frank, pour revenir sur Thomas Frank, je trouve que lui, tu sens que c'est pas pareil. Il n'a pas cette naïveté. À Brentford, il avait une équipe de Brentford. C'est tout l'inverse pour le coup. C'est tout l'inverse. C'est du réalisme pur, ouais. C'est réaliste, mais. Du coup, ça les rend plus irréguliers, je trouve. Ouais, mais après, c'est que le début. Et pour avoir un peu vu les résumés de leurs matchs et tout ça, bah justement, en fait, je trouve qu'ils sont solides quand même défensivement. Ils ont quand même des très bons joueurs en attaque. Mohamed Kudus, il est excellent. Xavi Simons, franchement, moi je trouve que c'est un bon joueur. Qui doit s'adapter un peu, mais on va voir. En défense, ils ont quand même Van de Ven, s'il se blesse pas. Pour moi, c'est un très bon défenseur. Romero aussi. Voilà, j'aime pas, c'est Tottenham, mais il faut le dire, à un moment, ils ont une bonne équipe. Ils ont gagné contre Leeds avec genre 30% de possession et c'est trop bizarre. Ah oui, ils avaient 30%. Ouais. Ouais, mais en fait, il y a un pragmatisme et tactiquement aussi, je trouve qu'il est très bon, Thomas Frank. Donc c'est pour ça que moi, bon, ils vont pas être champions, c'est Tottenham. Bon, j'espère que ça va pas me porter la poisse de dire ça, mais ouais, ils vont pas être champions, tu vois. Mais ils ont l'habitude de battre Manchester City, donc ça ils l'ont fait. Ensuite, ils ont battu Burnley, ok, super. Ils ont battu Wolves, ok, super. Ils ont battu Doncaster Rovers en League Cup. Ils ont fait 2-2 contre Brighton. Bon, ok. Et ensuite, ils ont battu Leeds. Donc, en fait, leurs victoires, elles sont venues contre Leeds, Wolves et Burnley, en fait. Et Manchester City, mais ça, c'est chaque année qu'ils le font. Donc, ouais, mais attends, oui, mais j'attends de voir quand ils auront une vraie série de matchs, quoi. Bah, en fait, moi, j'ai aussi peur contre nous, quoi. Franchement. Ah bah oui, ça toujours. Ça, toujours. sûr que... Mais disons qu'avec l'année dernière avec Ange, j'avais un peu peur au match aller parce que je crois qu'on avait perdu aux deux gardes, c'était chez eux. D'ailleurs, on a gagné tout juste 1-0 sur corner, je crois. Et ils avaient quand même pas mal le ballon. Par contre, quand ils sont venus chez nous là en janvier, je crois c'était décembre, janvier, je sais plus, quand Trossard a mis le 2-1. En plus, c'est Son qui avait mis le premier but, mais je sais pas pourquoi ce match-là, ils étaient tellement nuls, quoi. C'était pas pareil. Il suffisait de faire le 60% du taf défensif et il passait pas, quoi. Ouais. Mais cette année, à mon avis, moi je me méfie aussi. Bon, c'est Tottenham, on se méfie toujours, mais je sais pas. De toute façon, il y a plus de forme. La forme récente ne compte même pas au moment où c'est le derby. C'est-à-dire que c'est souvent comme quand on va à United, aussi nul soit-il, ils vont toujours nous. C'est toujours difficile, ouais. Contre nous. Chelsea. Oh là là. Ce que j'aime bien avec Chelsea, c'est qu'ils ont dépensé des milliards
Et là, je vois leurs joueurs. Je ne sais même pas qui ils sont. Et en plus, ils se blessent. Donc là, battre Liverpool à la dernière minute, mais en se blessant, en blessant 5 de leurs joueurs, moi, je trouve que c'est le combo parfait parce que ça veut dire qu'ils battent Liverpool, mais derrière, ils sont blessés pour la suite des matchs. Mais je vois pas. Ils sont trop jeunes encore pour moi. C'est trop Ouais. irrégulier. Ils sont un peu trop jeunes pour être vraiment challenging pour le titre. Ils ont peut-être le futur meilleur joueur du monde avec Estevao qui a 18 ans et d'ailleurs c'est lui qui a marqué à la dernière minute contre Liverpool. Ah, Ils ont j'aurais ton dit joueur Caicedo. préféré. J'aurais dit meilleur joueur Caicedo, du monde, Caicedo, moi. Oui, mais j'ai dit futur meilleur joueur du Ah monde. ouais. Estevao, 18 ans. Caicedo, il est un des meilleurs milieux de terrain aujourd'hui même. Et ils ont ton joueur préféré, Marc Cucurella, en arrière gauche, qui fait toujours la différence. Oh là là, détestable. Voilà, une équipe qui ne me fait pas peur. Non, en fait, non, mais en même temps, moi, j'aime pas les jouer à Stamford Bridge. Je trouve ça relou. Mais quoique, on gagne souvent Mais là-bas. beaucoup, ces dernières années, on les a. Stamford Bridge ou pas, m'en bat les couilles. Oh là là, waouh, quel langage. Non, mais j'imitais Claude. Claude. Makelele. Ah oui, Brésil c'est ou vrai, pas. putain, c'est Brésil vrai. ou pas, m'en bat les Non, couilles. il disait, ouais, moi, Ronaldinho, tout ça, je m'en bats les couilles. C'était trop drôle. Tes trucs de PlayStation. Il disait ça, quoi? Il fait tes trucs de PlayStation. Ah oui, C'est vraiment des trucs. c'était trop drôle. Quel joueur, d'ailleurs, je jouais à Chelsea. Ouais. Mais c'était après. Pour revenir, je voulais dire un truc, j'avais un bon jeu de mots, un bon truc, mais j'ai oublié, merde. Sur Chelsea. Ah oui, non, c'est pas un jeu de mots. Alors en fait, moi je pense, bon, encore une fois, je vais mettre ma casquette de complotiste, mais moi je pense qu'il y a un complot contre moi. Mais contre moi. Où en fait, il y a quelqu'un, je sais pas qui, quelqu'un qui travaille à la Première Ligue ou à Chelsea, ou je sais pas où. En fait, ils savent que les équipes que je déteste le plus, historiquement, c'est Manchester United et Chelsea. Et ils ont fait une stratégie pour que quand il y a un Chelsea-Liverpool, parce qu'avant j'étais toujours pour Liverpool, quand il y a Chelsea-Liverpool, je me retrouve à regarder le match et à être pour Chelsea. Et à chaque fois qu'ils ont un bon ballon, qu'ils ont une occasion, je suis là, oh non, vas-y, mince. Tu vois, je suis là, je les encourage, je fais, ah ouais, but, je suis trop content. Et je pensais jamais que j'arriverais à un jour où je sois comme ça devant un match de Chelsea. C'est Chelsea, je les déteste. Je me rappelle Ouais. du Chelsea de Mourinho et compagnie. C'est une équipe, j'ai toujours détesté cette équipe. Et là, je me retrouve à regarder un match. Je me réveille. Tu sais, en plus, pour moi, c'est normal. Je suis là. Ah, bah, Liverpool-Chelsea. Ah, bah ouais, j'espère que Chelsea va gagner. Et là, je suis content qu'ils aient gagné. Et après, je me réveille un peu. Moi, je suis là. Mais attends, Alex, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de. Ils ont marqué un but. T'étais content? Ils ont gagné? T'es content? T'encourages. Il y a Cucurella qui a le ballon. Tu es là. Allez, vas-y. Ouais, bonne passe. Et en fait, c'est pour ça que je me dis quelqu'un qui a fait exprès de faire que Chelsea et Manchester United Chelsea sont moitié nuls. Est risible. Manchester United, j'en parle même pas. Et du coup, ça fait que contre les équipes qui sont nos rivales maintenant, comme Liverpool et City et compagnie, je me retrouve à être pour ces équipes-là. Bon, tu me mets un Fulham-Chelsea, je suis pour Fulham. Tu me mets n'importe qui contre Chelsea, je suis contre n'importe qui. Oui, non, mais tu veux dire, t'es pour Chelsea quand ils jouent contre nos Bah, rivaux pour le titre. Bah oui, Donc c'est pour ça. moi, c'est plutôt très bon signe que tu sois pour Chelsea. Ça prouve qu'il y a quelque chose de sain Oui. qui s'est passé, que Arsenal ne joue plus dans la même cour, Oui, qu'on n'est pas menacé par ces enfoirés de Chelsea et qu'on peut être pour eux. Moi, je trouve ça bien parce que je me dis, je suis pour Chelsea et je me dis, ouais. ah, mais le fait que je sois pour Chelsea, ça montre qu'on est il y a un largement truc- supérieur à cette Il équipe. y a un truc sale quand même. Il y a un truc de. Oui, voilà, il y a un après, truc tu te sens pas bien après. Tu es là. Mais tu sais, Pendant c'est- 90 minutes, j'étais pour Chelsea. Quoi. C'est un peu difficile. c'est ça, être pour une équipe jusqu'à. Enfin, gagner à n'importe quel prix sans aucun principe. C'est-à-dire que tu es prêt à supporter Chelsea pour que ton équipe gagne la Ligue. C'est que le foot, vraiment, Ouais, mais il y a des tu es limites. prêt à n'importe quoi pour la. Il y a des limites. Ouais, mais. Regarde, Elle est où la limite? Si on supporte Chelsea, elle est où la pour limite? moi, la limite, je vais te la dire tout de suite, c'est Tottenham 2024 contre Manchester City chez eux et les supporters qui. Tu veux dire au moment où s'ils gagnaient, ils nous donnaient la Ligue? Bah, en fait, ils étaient là. Là, c'est quand même le comble. C'est que, oui, c'est ça. En gros, ils nous donnaient la Ligue s'ils gagnaient. C'était une situation où Tottenham, chez eux, s'ils gagnaient contre City, en gros, ils nous donnaient la Ligue. Ouais, quasiment. Et Ouais. c'est une situation où les supporters, et d'après ce qu'a dit Ange Postecoglou après, les joueurs aussi, ils voulaient que City gagne. Ils étaient en mode, ils sont dans leur stade, c'est leur équipe,
Il y a City, qui est quand même un club. Bon, est-ce que vraiment je dois parler du genre de club que c'est, qui vient chez eux. Et les mecs, ils ont payé leur place et tout pour venir voir leur équipe. Et ils sont pour l'équipe adverse. Tout ça parce qu'ils veulent pas que leurs rivaux, machin, gagnent. Mais quel est Là, le rapport à avec mon ce qu'on avis, ça disait? va trop Tu loin. veux dire ils étaient pas prêts à n'importe quoi pour gagner le match? Mais si, regarde, si Tottenham, ils avaient une chance de gagner le titre, ils auraient tout fait pour gagner ce match. Tu vois. Non, mais oui, mais là, c'est différent. Là, ils avaient aucune chance de gagner le titre. Mais comme ils voulaient pas que nous, on gagne le titre, ils étaient prêts à être pour une équipe adverse qui joue contre leur équipe dans leur stade. Les supporters, Non, mais ils voilà. étaient pour Mais ce que je City veux à dire, ce c'est moment-là. que eux, ils étaient. Non, mais ça prouve que pour que ce que les supporters de Tottenham veulent à ce moment-là dans cette configuration, c'est qu'Arsenal ne gagne pas la Ligue. Oui. Donc ça veut dire que par rapport à le support de ton club, à la vie, à la mort, tu es prêt à sacrifier ta performance contre Manchester City pour que ton gros rival ne gagne pas la Ligue. Et je suis sûr qu'ils ont dû se sentir un peu sales derrière d'avoir voulu ça. Un peu. Tu vois, c'est pas parce qu'ils sont Ouais, supporters de mais- Tottenham qu'ils sont pas humains, tu vois. Non, mais oui, mais à un moment, il faut regarder aussi ce que tu fais. Je veux dire, c'est une chose tu veux pas que ton rival il gagne, d'accord, mais à un moment. Ouais. Tu vois, Tottenham, ils ont l'Europa League, tant mieux pour eux. C'est un trophée pourri. C'est la Champions League des pauvres. Voilà. Donc, moi, je m'en fiche. Moi, je la veux pas, l'Europa League. Si nous, on avait gagné l'Europa League, alors là. Parce qu'ils sont là, ouais, nous, on a un trophée européen et vous pas. Enfin, je crois qu'on avait la UEFA Cup, non, à un moment. On l'avait jamais gagné avec Ouais, Arsenal. ouais, si, mais il y a longtemps. Ouais, enfin bon. On s'en fiche, quoi, franchement. Mais moi, dans ce match-là, au moment où il y a l'action pour Son à la fin, vers la fin, il y a Son qui court tout droit seul à seul face au gardien et qui bute contre Ortega. Je me suis effondré au sol, hein, à genoux au sol, la tête Ouais. par terre. Bah- genre, c'était le moment. Non, mais- C'était le moment. Ce Et match-là, ça, pour contre le nous, coup, il l'a mise plein de fois en plus. je dis ça pour le coup, ce match-là, tous les supporters d'Arsenal, on était pour Tottenham à ce Voilà, match-là. on était prêts à On était pour Tottenham. à Mais il y a salir quand notre. même une différence parce que nous, il y avait vraiment un truc à jouer pour nous. C'était pas juste ouais. notre rival va perdre, c'était Mais là nous, on aussi, va là, gagner. j'étais pour Chelsea parce qu'il y a un truc à jouer, quoi. Bon, Mais après, voilà. Tottenham, faut quand même rappeler qu'on a gagné 2 fois le titre sur leur terrain. En 2004, on avait fait 2-2 contre eux. Il nous fallait 1 point pour gagner la première ligue. Le point, on l'a eu. On a gagné la première ligue sur leur terrain. Et en 98 aussi, je crois. Parce qu'en fait, en 98, par contre, c'était après coup. C'est qu'on avait gagné chez eux. Et après, ou un truc comme ça. Et après, je sais plus, Manchester avait perdu. Donc en fait, on avait gagné comme ça, mais on avait quand même gagné chez eux finalement. Donc, Ah ouais. pas mal. Et malheureusement, pas sur le coup. Voilà, finissons sur une note un peu plus légère, un peu plus drôle. Manchester United, qui quand même cette équipe qui nous a torturés pendant des années quand toi et moi on regardait Arsenal à nos débuts. On a toujours souffert de la domination quand même plutôt évidente en Première Ligue à cette époque de Manchester United sous Ferguson. Donc là, je suis désolé. Je sais qu'on s'y habituait, ils perdent tout le temps, donc ça n'a peut-être plus autant de saveur. Mais il faut constamment se rappeler, il faut constamment se remettre en tête ce que c'est qu'une défaite de Manchester United. C'est pas normal en fait. Il faut pas le considérer comme acquis. Voilà, on vit dans un monde où Manchester United va perdre des matchs. Non, il faut toutes les semaines se remettre à zéro et se dire le voilà ce Manchester United que tous les arbitres favorisaient, ce Manchester United qui jouait tellement sale avec les Gary Neville et tout cela là et les Van Nistelrooy. Il faut se rappeler cette époque où ils considéraient que leur club était le plus grand d'Angleterre et que derrière il y avait un peu que tous les petits cons, dont ces petits Français d'Arsenal avec leur coach un peu fancy. Il faut se rappeler de toute cette époque où on a souffert Cristiano Ronaldo qui nous mettait dans le vent à chaque fois. Donc là, maintenant, je suis désolé, je veux profiter de voir quand Sir Jim Ratcliffe, qui détient, il me semble, 20% du club, mais qui est quand même très investi dans les affaires de Manchester United, qui est un peu la façade en ce moment dans les owners, qui lui dit qu'il estime que Amorim a besoin de temps. Et bah oui, et bah vous savez quoi, donnez-lui du temps. Ça, c'est l'avantage d'avoir laissé Arteta rebuild complètement Arsenal. C'est-à-dire que maintenant, il y a d'autres équipes qui se disent « Ah mais regardez ce qui s'est passé avec Arteta. Ouais, mais peut-être que si on laisse du temps à notre entraîneur, il va réussir à inverser les choses. » Et bah vous savez quoi, continuez à persister. Mais les gens, ils croient quoi? Ils croient que les Arteta, tu les trouves dans des Kinder Surprise. Un Arteta, t'en trouves 1 sur 1000, 1 sur 1 million.
Arteta, tu crois qu'il y en a beaucoup des mecs qui arrivent dans les vestiaires avec une ampoule et qui disent Edinson invited the light bulb. Tu crois qu'il y en a beaucoup des mecs qui font des dessins d'un cœur et d'un cerveau qui se tiennent la main pour dire qu'il faut jouer avec son cœur et son cerveau. Tu crois qu'il y a beaucoup de mecs qui te mettent des baffles avec l'ambiance de Anfield. Franchement, ça pousse pas sur les arbres, hein, les mecs comme ça. Tu peux pas cueillir un Arteta comme ça. Les trouver dans un Kinder Surprise avec sa tête de Playmobil. Edinson, le petit jouet. Non mais c'est un génie. Bah d'ailleurs l'ampoule ça reflète bien quand tu sais dans les dessins animés il y a toujours une ampoule quand tu as une idée. Bah lui voilà il l'a montré. Il l'a matérialisé. Non, mais pour être plus sérieux, parce qu'on est un podcast sérieux. En fait, j'ai même pas envie de faire une analyse de United. Ils sont tellement mauvais. Non, mais en fait, et c'est tellement une succession de mauvais choix qui les amène à là. Enfin, mais en fait, c'est vrai que c'est pas que c'est plus drôle, c'est toujours drôle. C'est comme quand tu regardes Les Inconnus, bah c'est toujours drôle, même 30 ans après. Tu te lasses jamais. Tu vas jamais te lasser de Manchester. Tu t'habitues un peu parce que tu l'as vu 500 fois le sketch de Didier Bourdon et compagnie. Mais tu peux pas te lasser de ça. Donc, en plus, il y a un truc de. C'est vrai que on a eu trop mal. Tu te rappelles le coup franc de Ronaldo là, en Champions League en demi-finale. Il nous met son coup franc pour mettre 3-1. Ça, c'était terrible. Moi, j'avais regardé ça en live avec. T'avais des supporters de United dans le bar où j'étais. C'était horrible, horrible. Et en plus, au début, donc t'avais tout le match à jouer où tu sais que c'était fini. Le nombre de fois où il nous mettait Van Nistelrooy avec son quand ils nous ont arrêté notre scandaleusement d'ailleurs les 49 matchs invaincus là, les fameux 49 matchs où c'était contre eux. C'est n'importe quoi. Ce match et après je suis désolé mais je peux pas faire un podcast sans refaire mon complotiste mais et ça c'est pas du complotisme parce que tu peux regarder sur YouTube. Il suffit de regarder le résumé de ce match. Le match, le fameux match où on a perdu. Gary Neville aurait dû avoir 3 cartons rouges. Rooney plonge pour le. Ferdinand qui péno. qui est dernier défenseur qui fait une faute sur je sais plus qui, Reyes ou je sais plus qui, et qui a rien, même pas un jaune alors que normalement tes dernier défenseur il fait la faute. Bah normalement c'est rouge. Et avant, même j'ai vu un podcast, ça s'appelle The Overlap, c'est le podcast de Gary Neville d'abord. Et t'avais Vieira qui était invité, il parlait un peu de leur rivalité, il y avait Roy Keane et tout. Et à un moment, Vieira, il fait une espèce de petite blague, il dit « Oui, mais à l'époque, comme Manchester United contrôlait les arbitres, il fait comme ça, et ils rigolent tous un peu, mais en même temps, ils démentent pas Gary Neville tout. » Il y avait vraiment un truc de Ferguson, c'est pas qu'il contrôlait les arbitres, mais il y avait un vrai truc de Ferguson, qui était un peu cette figure d'influence que tout le monde aimait bien, les médias et tout, que les arbitres, parfois tu sentais qu'ils avaient pas envie de le décevoir, parce qu'il avait cette aura un peu. Et je suis désolé. Et il y avait un truc de Wenger, c'était le nouvel entraîneur, machin. Les joueurs, c'était tous des internationaux à Arsenal à l'époque, des Français en partie, mais aussi des internationaux. Et il y avait plein d'anciens joueurs ou de gens qui disaient, bah oui, quand on jouait à Arsenal, on avait envie de les battre. On avait plus envie de les battre que quand on jouait Manchester United, parce que c'était l'équipe qu'on n'aimait pas, c'était les outsiders et il y avait ce côté-là. Et Manchester United, il y avait plein qui les trouvaient chiants à jouer et tout ça. Et du coup, ils abandonnaient tout de suite. Non, c'est complotiste. Hein. J'aime bien faire ça parce que je suis amer de cette époque. Ça m'énerve. Comme quoi, nos petites sessions, ça sert aussi un peu de thérapie. Ouais, c'est de la thérapie. Parce que en parlant, tu commences à, tu commences à revenir sur ton enfance, à voir les origines des choses, à peut-être recadrer certaines choses. Après, on a eu de la chance. Peut-être être moins extrême, tu vois, moins radical. Ouais, mais on a eu de la chance parce que moi, quand j'ai commencé à regarder le foot et à regarder Arsenal, c'était en 2002. Donc, on venait de gagner le doublé. On était quand même très bon en 2003, mais si on n'avait pas gagné le championnat cette année-là, j'ai quand même vécu l'année des Invincibles en regardant presque tous les matchs. J'avais vu, enfin pas tous les matchs, mais j'en avais vu beaucoup. J'avais en suivi en tout cas. Et j'ai quand même eu ça. J'ai été gâté. Hein, c'est pour ça aussi que j'ai aimé Arsenal tout de suite. Parce que c'est sûr que si j'étais arrivé pendant la banter era, pendant qu'on avait Mustafi et tout, ça aurait été difficile. Mais donc il y a quand même des bons souvenirs. Et à l'époque, on était égaux à Manchester United. À cette époque-là, on était aussi bons qu'eux. C'était soit eux, soit nous. Même s'ils ont plus de titres, je sais. Mais, ouais, puis ils avaient la Champions League aussi en 2001. Ils avaient la Champions League en 99. Ouais, 99, ouais. Mais bon, c'est vrai que toutes les années, là, les années où ils avaient Ronaldo et même après, là où ils avaient Rooney, c'était dur. Surtout que ouais, c'était vraiment dur. Et en fait, là, c'est pour ça, tu peux pas oublier ça.
Donc tu vas toujours te réjouir qu'ils perdent. Et il y a un truc aussi, c'est que dans les médias anglais, moi ce qui m'aide aussi, c'est que dans les médias anglais, donc dans les chaînes anglaises et tout, tu as beaucoup de consultants ou de commentateurs qui sont des anciens de Manchester United. Donc tu as Roy Keane, tu as Neville, tu as Phil Neville parfois, tu as Ferdinand. Et quand tu vois ces mecs-là qui commentent soit sur United ou d'autres, ou sur Arsenal. Maintenant, Rooney aussi. Rooney, quoique encore Rooney, je trouve que franchement, je le préfère. Je l'aimais pas en tant que joueur, il me saoulait. Mais c'était un très bon joueur. Mais en tant que pundit, en tant que. Il fait pas commentaire. Mais non, je crois qu'il fait pas commentateur. Oui, mais commentateur consultant. Au sens ouais. Oui, voilà. Analyse, genre. Moi, franchement, je l'aime bien parce qu'il dit des trucs intelligents, je trouve. Je pensais pas que Rooney puisse dire des trucs intelligents, mais ouais. Et c'est marrant parce qu'il faisait. J'ai écouté le podcast de Gary Lineker et Shearer et Micah Richards. D'ailleurs, The Rest is Football. D'ailleurs, c'est vraiment très drôle, ce podcast. Ils font que de se marrer tout le temps. Et Lineker racontait qu'il parlait avec Rooney. Et Rooney, qui maintenant était, comme tu dis, commentateur, analyste de foot, il lui disait bah voilà, c'est un peu ma 3e carrière. Puisqu'il a été joueur, puis il a été coach, puis il a été commentateur. Ouais. Et il lui disait c'est ma 3e carrière. Mais oui, par contre, j'étais vraiment à chier dans ma 2e. C'est quand même bien d'avoir cette autodérision. Par contre, il était pas à chier. Franchement, il me saoulait, Rooney. Mais il faut dire que c'était quand même un grand joueur. Dans la première carrière, il était pas à chier, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que Rooney, c'était un sacré joueur. Bon, voilà, on a fait le tour du Big Six. Bon, on n'a pas évoqué finalement Bournemouth et Palace, mais on aura le temps. Est-ce que vraiment il y a besoin ? Non, je rigole. En vrai, juste vite fait, Palace, j'aime beaucoup cette équipe. J'aime bien le maillot, j'aime bien l'entraîneur, j'aime bien les joueurs. J'aime bien le côté sud de Londres, Croydon, un endroit où j'ai été pas mal, que tu connais aussi. Toi, t'habitais à Elephant Castle, c'est pas loin. Qui est sud aussi, ouais. Je sais plus. Si Croydon, c'est un peu plus au sud, c'est pas loin. Mais bon, bref. J'aime bien que c'est l'équipe de Londres et tout. Et Bournemouth, je pense qu'il y a un énorme respect mutuel, Arsenal et Crystal Palace. C'est deux clubs qui s'entendent très bien, qui ont fait du business, Eddie Nketiah, Eze récemment, etc. C'est deux clubs qui s'entendent très bien et qui sont, voilà, ils nous ont un peu empoisonné la vie ces derniers temps en gagnant la dernière fois, mais il n'y a pas de rivalité acerbe. Bournemouth, ils ont gagné la dernière fois. Non, mais je veux dire, Palace, on a perdu contre eux. L'année dernière, là où Mateta met un magnifique but de loin quand ils overturn en défense sur Saliba, quand Eze met un but sur corner poteau rentrant. Ah, mais c'était pas 1-1 ça ? 2-2 ? Non, ils nous ont battus. Mais c'était au Carabao Cup ? Oui. Non, parce non, Carabao Cup, on a perdu. Mais on n'a pas perdu contre Crystal Palace, on a fait match nul, je crois. Non, on a perdu contre Newcastle. Non, mais si, attends, Arsenal, Palace, c'est pas FA Cup ? Ah, c'est peut-être FA Cup. Non, la reprise de Eze, c'est le match nul, à mon avis. C'était 1-1, je crois. Ah, c'est le 2-2, oui, c'est ça. C'est le 2-2. 2-2 ou 1-1, je sais plus. Là où Bournemouth, ils nous ont battus 2 fois, par contre. Il y a eu la fois où on a eu le rouge de Saliba. Et il y a eu la deuxième fois où, chez nous, ils nous mettent une touche longue et il y a le mec qui allait... l'Espagnol hollandais, là. Comment il s'appelle tu parles de quel club ? Bournemouth. Bournemouth Huysen. Ouais, il nous met une tête sur une touche longue et il y a l'attaquant, là, le jouet, le clown, ça. Non, c'est quoi Evan Nilsson. Ouais, c'est ça. Voilà. Constant. Et eux, surtout, ils nous ont battu le carton rouge de Saliba en début de saison. Ouais, c'est vrai que c'était le début où on avait que des rouges et des conneries, là. Mais Bournemouth, c'est un peu pareil que Palace. J'aime bien l'entraîneur, j'aime bien le maillot, j'aime bien les joueurs. À la limite, je dirais que Bournemouth, ils ont même des meilleurs joueurs. Ils ont vraiment des meilleurs joueurs. Le meilleur entraîneur à venir. Ouais. Un pote d'Arteta. Bon, on doit pas encore jouer Bournemouth de toute façon. Non, Bournemouth, faut parler. Palace. S'il y a un joueur de Bournemouth que tu prendrais lequel ? Et un joueur de Palace que tu prendrais lequel ? Mais il n'y a pas quel joueur on prendrait de Bournemouth. De toute façon, ma target numéro 1 pour le prochain mercato, c'est un joueur de Bournemouth qui est droitier, Antoine Semenyo,
qui Pourquoi on est l'a pas beaucoup acheté trop fort et qui... parce qu'on... Non mais déjà on a vu la, Ouais, c'est la vrai, fenêtre c'est qu'on a faite étape Ouais. par étape, sauf que moi j'en ai marre de voir Trossard titulaire à la gauche, donc maintenant je veux voir une feuille Non, de mais... match où on a Semenyo sur cette aile gauche. non, mais attends, si la saison prochaine on prend Semenyo, moi Semenyo, Voilà, je serais content. end of the game. End of the game, ou genre Moussiala ou Michael Olise, je suis chaud aussi. Enfin bon, là c'est un peu, là je fais ma liste au Père Noël. Là c'est un peu, je Mais rêve. Là. Moussiala, je sais pas. Moussiala, je sais Ah pas. mais Moussiala, c'est chiant, il encore s'est une fois, les blessé. joueurs de Bundesliga, je ne me prononce pas Non mais attends, tant qu'ils n'ont pas traduit ouais, mais ailleurs. je suis désolé, mais tu le vois jouer, c'est un talent mais de dingue. En fait, il n'y a pas d'autres joueurs comme lui pour moi en ce moment. Je suis Mais d'accord. après oui, peut-être- c'est est-ce qu'il va concrétiser, ça c'est autre chose. Mais, Non, mais c'est techniquement un des meilleurs joueurs du monde de loin. Sauf qu'il est un peu frêle, il se blesse. Qu'est-ce qu'il va faire en première ligue? Il va ouais, se ça faire c'est bully. chiant, Enfin, c'est chiant. et donc, moi, alors que Eze, il combine un peu plus la solidité, le réalisme, l'intelligence tactique de Non, mais là, jouer je suis- exactement comme le coach lui demande. Je suis un gamin gâté là, je suis le gamin qui a eu tous ses jouets à Noël, c'est Lego, mais il veut toujours plus. On a eu Mais Eze, tu vois, par on exemple, a eu plein de trucs. Si tu me dis Semenyo à 60 millions ou Moussiala à 90 millions, je prends Semenyo à 60 millions. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. On le rapport prix. Parce qu'au moins c'est Et surtout, prouvé. il est Premier League proven. Bah, quoi. on Il voit arrête pas que- de tout on dégommer voit, en hein. Première Ligue. La première ligue, c'est pas facile quand on vient d'une autre ligue. On va à Wörth, bah voilà. Et sinon Havertz. Oh là là, non, à Wörth, non. Lui, je suis désolé, mais Il a mis quelques mois quand même. s'adapter à la première ligue. Oui, Bon, bah, ça déjà je m'en avec fous, Chelsea. c'était à Chelsea, ça je m'en fous. Et chez nous, il a mis quelques mois, mais bon, je crois qu'il nous a quand même bien rendu. Il nous a bien. Moi, j'adore. comment dire. C'est un de mes joueurs préférés. Moi aussi, hein. Moi j'adore. Qu'est-ce que je veux dire Hâte qu'il On n'a revienne, pas dit, d'ailleurs. on n'a pas dit Crystal Palace, mais bon, comme il y a plus Aisé, bah. En fait, non, on s'en fiche. On a déjà eu le joueur qu'on voulait de Crystal Palace. On n'a pas besoin de dire le joueur qu'on voudrait. Bah, moi, j'aurais bien aimé avoir un petit Mateta quand même Ah ouais avec Arsenal. Ouais. Bah Mateta, mais. Ça dépend du prix, mais il fait le taf. Mateta dans un système qui Ouais, fonctionne mais c'est bien. vraiment squad player, tu vois. J'aime bien Mateta, Ouais, mais. mais- c'est- Mais t'es content de le Ah, je foutre t'avoue. dans les 20 dernières minutes Bon, écoute, moi j'ai envie de dire, je pense que Gyökeres sera meilleur, j'espère. Mais c'est vrai que si on se retrouve à la fin de saison et qu'on voit qu'en fait Mateta c'est mieux que Gyökeres, c'est pas bon, quoi. Pour nous, c'est pas bon. Pour lui, c'est bien. Mais... Il y a une autre target, un joueur assez prometteur à Palace, un attaquant qui s'appelle Eddie Nketiah. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Moi, j'ai toujours adoré Eddie Nketiah, mais c'est vrai que ouais, pour nous, c'était un bon joueur, mais ça aurait toujours été on aurait pu le garder, mais ça aurait toujours été un joueur de remplaçant ou pour certains matchs. Mais même pour ça, j'ai l'impression que peut-être c'était pas tout à fait le niveau. Mais j'aime beaucoup ce joueur. Et sinon, Marc Guéhi, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? Je pense pas. On le laisse à Liverpool. Hein. Vu nos 8 Franchement, défenseurs, je pense que Gueye, moi, je prends. Déjà, imagine, on prend Guéhi. Il est droitier, non? On prend Guéhi, bah, il joue pas. Hein, parce qu'il joue pas à la place de Saliba et il joue pas à la place de Mosquera pour moi. Donc, voilà. Il joue pas à la place de Gabriel. 100%, ça c'est sûr. ils ont aussi Adam Wharton qui est pas mal, mais on a Zubimendi. Oui, ça c'est pas mal. Mais ouais, on a Zubimendi. Mais ouais, bon joueur aussi, Adam Wharton. Et Munoz. Munoz, moi j'aime bien. Très bon. Ouais, il galope bien. Et bon, Mitchell, c'est à gauche, il est pas mal aussi. Bon, c'est pas Munoz. Non, mais voilà, juste deux excellentes équipes. Et à mon avis, il y en a une des deux qui va être au moins en Europa League. Bah, il y en a qui Et est quel déjà. joueur tu prends de Fulham? Alors, je prends pas Smith Rowe parce que je l'aime bien, Tu mais prends bon, on l'a Smith Rowe, vendu. On l'a vendu. Iwobi. Non. Attends, il n'y a pas Callum Chambers encore là-bas? Il est pas encore là? Non, je crois. Non. Enfin, je sais pas, je l'ai pas vu depuis longtemps. lui. Non, mais Smith Peut-être, Rowe, moi j'aimais bien Smith Rowe. C'est dommage que ce soit pas devenu le joueur que ça aurait pu être. J'ai l'impression qu'il aurait pu être. Mais on sait jamais. Hein, il a que 25 ans. Moi, je serais content hein, si Smith Rowe il fait une saison de dingue et il y a un grand club qui le reprend et tout. Je serais content pour lui, même si sauf s'il va à Tottenham, mais ça m'étonnerait. Chelsea. Mais s'il va, même s'il va à Chelsea, bon, je sais pas. Tu vois, quand Fabregas il a été à Chelsea, j'ai toujours aimé Fabregas, même. C'est là où on n'est pas d'accord, toi et moi, sur ça. En fait, moi, mon argument, c'est que quand Fabregas il est allé à Chelsea, de ce que j'avais compris, c'est que nous, on avait une priorité pour le racheter si on voulait, Je suis d'accord. mais on l'a pas fait.
On l'a pas fait, on n'a Et pas pour voulu. moi, c'était pas, on n'avait pas besoin de lui à ce moment-là, et on a bien fait de pas le prendre. Il a été bon une saison, je crois, il a gagné le championnat, bon, tant mieux. Et il a jamais été irrespectueux avec Arsenal. Il a jamais. Une fois, il a marqué contre nous, c'était le 3-0 en plus. La fois où Hazard nous a mis un but humiliant, là, où Coquelin se casse la gueule. C'est vraiment le pire but, là. C'est ridicule, ce but. Il Le- court vraiment tout droit. Quoi. Non, mais il court. C'est Hazard, donc magnifique. Mais Coquelin qui essaie de l'avoir, il tombe lamentablement. Ça, c'était vraiment. Et Koscielny qui oublie comment. Après, on il est défend. drôle. Parfois, je le revois ce but, je me marre en fait. Parce que à la limite, il vaut mieux se marrer de ce genre de truc. Mais et je crois qu'il nous met un lob. C'est ce match-là où il nous met un lob pour mettre 3-0 Fabregas à Stamford Bridge. Et il célèbre pas. Je sais pas, c'est 3-0. T'es chez toi, ça fait des années que t'as pas été Arsenal. Tu peux célébrer. S'il avait célébré un peu, j'aurais dit ok, il met jamais de but. Et là, il célèbre pas. Bah. Voilà. Hein. J'entends. Le résultat est le même. Il était à Chelsea, c'est tout. Enfin, il y a pas de. Et Tu oui, vois, mais. encore une fois, que je parle pas de rationnel. Encore Mais une moi, fois, je pense c'est pas une que- corrélation. C'est comme quand je te dis, on se sent sale quand on supporte Chelsea. Moi, il y a pas de rationnel dans mon analyse que Fabregas Bien était à sûr, Chelsea. bien Je- sûr. Mais c'est pour ça que moi, je te dead. dis juste mes arguments. Pourquoi moi, j'aime bien. Mais J'aime tu toujours vois, Fabregas. Fabregas, il a une possibilité encore de revenir dans l'équipe de coach un jour d'Arsenal. Je Oui. pense que la porte est ouverte. Oui, oui. Un mec comme Robin Van Persie, c'est Non. mort. Nasri, alors vois. là. Adebayor, Ouais, là, c'est dur. Pourtant, je l'aimais quand même bien, Adebayor, à l'époque. j'adore Adebayor. Gyökeres me fait penser un peu à Adebayor. Dans les Euh, débuts un peu difficiles, mais ouais, mais- bourrins, toujours alors- intense et qui finit par concrétiser. Donc j'espère que ce sera Mais le même résultat. Adebayor, il avait un côté où, genre, il pouvait passer à côté de ses matchs, il ratait ses contrôles, il était nul. Mais après, tout d'un coup, il te sortait un but de dingue. Genre. Bah, tu te j'espère rappelles, qu'on va vers ça avec Gyökeres. Ouais, j'espère. Mais voilà, je sais pas, on s'est égaré, mais c'était bien. Hein. En même temps, de toute façon, on va parler de quoi Angleterre, Pays de Galles, bah ouais, parce que Saka a mis un but de dingue. Donc oui, on peut en parler. Ah ouais. Mais, J'ai trop hâte de voir des nouveaux matchs Pourquoi d'Arsenal il avec peut pas mettre ça à Saka. Arsenal, c'est pas vrai ça. Bon, en même temps, c'était Mais le ça Pays va de Galles. venir, ça va venir. C'est Attends, Pays de Galles, pour c'est pas une l'instant, équipe de première ligue. Attends, il a. C'est bon, il est revenu, il a marqué son péno Ah, là. mais je rigole, c'est Saka, bien sûr. Dès va qu'il nous mettre joue, des il buts de dingue. marque. C'est vrai qu'il a vraiment un truc. Encore une fois, c'est un peu un truc intangible, j'ai l'impression. Parce que Saka, souvent, tu te dis. Tu vois, là, il me le tir qu'il met contre Olympiakos. Bah, c'est pas un tir dingue, c'est en place sur le gardien, mais ça rentre. Il a un truc vraiment où il arrive à. Il a toujours la passe décisive ou le but. C'est vraiment un truc, c'est inexplicable parfois, tu vois. Non, mais il est hyper efficace. Au-delà du fait qu'il Il soit est fort. il est pas du tout paillette, plein la gueule. Et surtout, là où justement, je pense qu'il est pas considéré à son niveau, mais qu'il est toujours numéro 1 sur une feuille de match, c'est sa prise de décision qui est toujours incroyable. Mm. Mais c'est ce qui peut rendre, pour le spectateur extérieur, un truc un peu chiant à regarder. C'est que, bah merde, en fait, il refait la passe en arrière quand il faut. Bah ouais, t'aurais bien aimé le voir déborder comme Madueke pour avoir un peu de peps. Mais en fait, non, il va te faire juste ce qui est efficace à chaque fois. Donc, les coachs le reconnaissent. Saka est incroyable. Et en plus, il est extrêmement efficace. Mais pour moi, c'est lié ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'il a un esprit foot hyper efficace. Donc, il y aura des buts et des assists et il y aura des passes en arrière quand il faut. Et voilà. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il sait à quel moment c'est le moment d'aller tirer, ou c'est le moment de la passer, ou c'est le moment de revenir, ou la passer vers l'avant, etc. Et je pense que l'entente qu'il va développer avec Eze, tu vois, on a une semaine à attendre avant la reprise de la première ligue, mais là, je me fais saliver tout seul. Ça te fait saliver de revoir Saliba. Bon, allez, je pense que c'est On la peut fin. finir sur ça. Hein. On peut finir sur ça. En plus, on a largement dépassé le temps habituel. Tout ça pour raconter que des conneries. Ouais. Donc, sur ce, comme d'hab, Ciao les petits Gunners. ciao les petits Gunners.